Bonsoir et bienvenue en ce début de semaine sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8, l'actu, le journal de la rédaction. Voici les titres. À Guyancourt, tension entre la ville et les représentants des musulmans. Comment expliquer cette situation et quelles conséquences? Nous le verrons tout à l'heure au cours de ce journal. Armanais, la manifestation culturelle permet chaque année à Montigny-le-Bretonneux de récolter des fonds pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Une nouvelle édition vient de se tenir. Le succès était au rendez-vous après la déconvenue de l'an passé. Et puis Éléonore Gabarin, présidente de l'association contre l'heure d'été double, sera en plateau pour évoquer le changement d'heure donc de ce week-end et son opposition à ce dispositif lancé afin de réaliser des économies d'énergie. L'image du jour en attendant, c'est à La Verrière où le parc du jardin de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, est dorénavant ouvert au public. La ville a récupéré il y a peu l'accès à ce site. Verriérois, Verriéroises l'ont découvert ce week-end. Seulement, mauvaise surprise pour l'un des riverains, le gardien plus particulièrement, puisque son garage, vous le voyez, a été engrillagé. Impossible de rentrer ou de sortir. Une clôture posée pour des raisons de sécurité, pour éviter la circulation pour les piétons. La mise en place d'un portail aurait cependant permis d'éviter ce désagrément. Ce sera chose faite dans les plus brefs délais apparemment. En attendant, voici la réaction du gardien qui prend ça avec philosophie. J'habite aux 2 terres avenue de la Gare, donc dans l'enceinte du parc anciennement MGEN qui est ouvert aujourd'hui. Et il y a une clôture qui a été posée hier. Je ne peux plus sortir de ma voiture du garage, ni rentrer, ni sortir, puisque visiblement c'est interdit de circuler, ce qui est normal pour des raisons de sécurité parce que c'est ouvert au public. Je le comprends très bien. Mais moi, je paye ma taxe d'habitation ici, je ne comprends pas que je ne puisse pas sortir de mon garage. Au départ, la communauté d'agglomération est venue pour voir comment ils allaient clôturer. Il y avait un portillon d'1 mètre de prévu et ici une barrière de 4 mètres pour pouvoir justement sortir du garage. Et au résultat, il y a une clôture qui a été faite. On espère que la situation va s'améliorer rapidement. Nous reviendrons en tout cas dans quelques minutes sur l'ouverture de ce parc de la MGEN au public. Depuis l'élection d'un nouveau bureau au sein de l'association des musulmans de Guyancourt, les rapports seraient tendus avec la ville à tel point que la municipalité a fait diffuser un communiqué de presse pour détailler les points de friction, comme nous l'explique Catherine Zulato. Le torchon brûle entre la mairie de Guyancourt et l'association des musulmans de la commune. Des relations qui se seraient tendues depuis le 1er mai dernier et l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président. Une situation si compliquée que la municipalité a diffusé un communiqué de presse pour dénoncer certaines méthodes que la ville juge inadmissibles. Jusqu'à présent, les relations avec l'AMG, historiquement, étaient très bonnes. C'est-à-dire qu'on travaillait avec eux sur beaucoup de sujets. On avait signé une convention de partenariat, en particulier pour l'équipement que l'on leur prête au niveau de la mairie. Mais depuis ce changement de bureau, il y a des tensions pas acceptables de leur part. Par exemple, ils sont venus occuper la mairie, ils sont venus faire du chantage de prières dans la rue, ils ont affiché dans la mosquée des tracts contre la mairie. Donc nous, on veut bien dialoguer, mais si le dialogue il commence par ce genre de rapport de force, on ne va pas avancer. Au cœur des tensions, les travaux d'agrandissement du lieu de culte. Les permis de construire avaient été posés, les tableaux devant les travaux avaient été mis, etc. Donc tout se passait dans de bonnes conditions. On leur avait demandé de libérer les locaux pour pouvoir faire les travaux. Ils ne l'ont pas fait. Donc nous n'avons pas pu continuer ou commencer les travaux. Donc les travaux sont actuellement arrêtés. On ne les rencontre pas, on ne dialogue pas avec eux sur ce sujet. Mais on souhaite que, dans l'intérêt des musulmans de Guyancourt, qu'ils puissent prier dans d'excellentes conditions, comme on le fait avec toutes les associations ou tous les lieux de culte. Un membre de l'ancien bureau de l'association, sous couvert d'anonymat, déclare déplorer la situation. Il ajoute « Avant, en bonne intelligence, tout se passait bien ». Le nouveau président de l'association des musulmans de Guyancourt, joint par téléphone, n'a pas souhaité répondre à nos questions. On retourne à La Verrière. Les habitants de La Verrière qui ont enfin leur espace vert, le parc du château, autrefois réservé aux malades de l'Institut Marcel Rivière. Le parc est désormais accessible à tous et à toutes. Une convention a été signée entre la MGEN et la ville au début du mois et c'est samedi matin que les Verriérois ont visité les lieux pour la première fois à travers un rallye de découverte organisé pour l'occasion et qu'ont suivi Claire Cambier et Elodie Moine. Attends, ici, nous sommes au parc du château, à La Verrière. Samedi, et pour la première fois, il ouvrait ses portes au public. Et pour fêter cet événement, une inauguration un peu particulière, un rallye découverte.
Sébastien et Caroline sont venus en famille participer à cette course d'orientation pas comme les autres. Le but du jeu, trouver 7 balises et répondre pour chacune d'entre elles à une énigme. Mais dès le départ, impossible pour la famille Zembel de trouver la première balise. Vous étiez déjà paumé, c'est ça? Oui, bah on continue. Une seule solution, retourner à l'accueil. Le problème y est vite résolu. Ils nous ont envoyé rechercher ici, alors que la personne, elle serait là. Allez, c'est reparti. Cachés derrière cet arbre, ils trouvent enfin leur première balise. À chaque étape, son énigme, question nature ici. Un peu plus loin, on fait appel à leur culture générale. Qui a dessiné le parc du château? Monsieur Suger, André Nôtre et Monsieur Rivière. Je crois que c'est André Le Nôtre. Non, c'est André Le Nôtre. Rivière, c'était l'Institut. Des animateurs de la ville ont également mis la main à la pâte. Ici, on retrouve un compteur. À quel endroit j'étais prendre de l'eau? À la rivière. À la rivière exactement. Bravo. Donc, faut noter rivière. La première équipe arrivée remettra les 7 mots devinés au fil du jeu au maire, qui devra les intégrer dans son discours inaugural. En attendant, la famille Zembel continue sa quête et découvre peu à peu le parc. Moi, je trouve ça très bien parce que ça fait découvrir le parc aux enfants déjà, aux habitants de la Verrière. Et ça fait un accès aux enfants quand même au niveau de la nature, parce que c'est vrai qu'on est dans des bâtiments. Donc quand on va aller faire du vélo ou aller se promener, c'est soit à l'étang des Noé ou soit à la base de loisirs, donc ça fait un peu plus loin. Ces 15 hectares seront désormais ouverts tous les jours de 8h à 18h. Il suffit de regarder dehors pour s'en convaincre. L'heure d'hiver est bien arrivée. Il fait nuit beaucoup plus tôt. Je reçois dans le journal ce soir Éléonore Gabarin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Contre l'heure d'été double basée à Marly-le-Roi. Alors expliquez-nous pourquoi être contre ce changement d'heure, une mesure qui remonte à 1975. Oui, ça fait pas très longtemps. Écoutez, c'est une rupture de nos rythmes biologiques et du rythme de travail. Et en fait, il n'y a pas de raison de suivre ces systèmes, puisqu'on a vu par différentes études que finalement, on n'économise pas de l'énergie. D'un côté, il y a un peu d'éclairage qu'on économise, et d'autre côté, il y a des surconsommations. Alors, selon l'Agence de l'environnement de l'énergie, le changement d'heure permettrait chaque année d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle de 800 000 ménages français. Vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre? Non, parce que si on regarde l'ensemble des études donc réalisées dans le monde, mais justement l'ADEME, dans une étude très très longue qu'on peut avoir, pas directement par Internet, mais en les demandant, donc elle signale ces études, et la plupart de ces études, faites même au Japon, aux États-Unis, etc., donc signalent une augmentation de la consommation. Parce que il y a des surconsommations pour le chauffage, la climatisation, les trafics, et nous, associations, nous avons demandé et qu'on évalue donc les surcoûts pour la climatisation des véhicules, puisqu'on sort du travail et presque au maximum de chaleur de la journée. Est-ce que c'est néfaste pour la santé également? Oui, franchement, parce que vous savez, le sommeil est une des zones vraiment très importantes de l'être humain. On commence à comprendre le mystère du sommeil, mais pas encore tous. En tout cas, si on respecte pas une durée journalière d'environ 8 heures pour la moyenne des personnes, eh bien, on est fatigué et on est moins performant, aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau physique. Et puis, on peut aussi manquer d'attention au volant ou pour la vie de tous les jours, même à la maison. Et il y a un surcroît d'accidents pour la circulation et aussi au niveau du travail. Ça a été une étude assez récente faite aux États-Unis. Parmi ces différents risques, hausse des accidents du travail, vous l'avez mentionné, ça augmenterait les risques d'entrer dans la maladie d'Alzheimer aussi? C'est ce que vous expliquez? Oui. C'est le professeur Bégaud, donc un Français, et qui a soulevé cette question. D'une part, quand on ne dort pas bien, malheureusement, souvent, on vient consommer des somnifères, des synthèses qui ne sont pas bons. Moi, personnellement, je prends des choses à base de plantes. C'est beaucoup plus recommandable, mais il faut les payer de sa poche. Et après, des spécialistes allemands ont signalé que la simple réduction du temps de sommeil fait augmenter les risques de maladies d'Alzheimer et aussi du diabète.
Concernant la santé, celle des animaux également. À Thoiry, le passage à l'heure d'hiver n'a pas échappé à nos amis les bêtes. Les animaux ont-ils été perturbés par cette heure en moins dans leur repas ou dans leur sommeil? Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Ce week-end, c'était le passage à l'heure d'hiver et nous avons tous reculé nos montres d'une heure. À Thoiry, pas d'exception, les repas des animaux et la rentrée dans les enclos arrivaient donc une heure plus tard. Mais les tigres, antilopes et girafes ont leur propre horloge, biologique et réglée sur le soleil. Alors au final, ce changement d'heure ne provoque pas de grosses perturbations chez nos amis les bêtes, juste quelques adaptations, notamment pour les éléphants, qui dodelinent de la tête par signe de mécontentement. Le changement d'heure pour les éléphants, c'est parce que nous, on leur inculque des habitudes. Donc ils sont là à attendre pour rentrer, parce qu'ils ne comprennent pas, on a une heure de retard. Alors, mais ça leur est assez indifférent. Comme les autres animaux, ceux qui ont leur nourriture qui les attend à la maison, ils mettront 2-3 jours à repérer la nouvelle heure, et puis voilà, c'est pas plus gênant qu'autre chose. C'est nous qui avons perdu les habitudes de nos horloges biologiques, pas les animaux. L'instinct animal reste aussi un bon indicateur saisonnier. Pour savoir si l'hiver sera rude, il suffit d'observer les ours. Plus le terrier qu'ils creusent est profond et plus l'hiver sera rude. Alors si vous souhaitez consulter Météo Ours et en apprendre un peu plus sur nos amis terrestres, sachez qu'il vous reste jusqu'au 11 novembre prochain pour circuler en voiture dans la réserve yvelinoise avant la traditionnelle trêve hivernale. Nous évoquons le changement d'heure sur ce plateau avec notre invitée Éléonore Gabarin, présidente de l'association contre l'heure d'été double. Pourquoi l'heure d'été double ? Parce que déjà en hiver, notre heure est avancée d'une heure par rapport à l'heure du fuseau géographique de la France, qui est celui de Greenwich, centré autour du méridien de Greenwich. Et en été, nous allons avoir, nous venons d'avoir 2 heures d'avance. Et c'est une situation assez exceptionnelle. Normalement, l'heure d'été, c'est 1 heure d'avance par rapport au fuseau. Et en Europe, actuellement, il y a l'Espagne, la France et le Benelux qui ont ce système. Pour les Benelux, c'est pas vraiment 2 heures, ils sont très à l'est. Et voilà que l'Espagne est en train d'étudier un possible retour à l'heure de Greenwich. Alors, est-ce que ça va faire réfléchir nos responsables? Fuseau horaire, oui. Oui. En fait, non, ils vont se rattacher à leur fuseau géographique. On ne change pas de fuseau horaire puisqu'on est dans ce fuseau. Moi, je préfère parler des zones de temps, donc donc me référer à la zone à l'intérieur de laquelle on a donc la même heure, tous les pays. Vous êtes engagée dans l'association depuis 1984, présidente depuis 1989. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que vous avez obtenu des évolutions depuis que vous menez ce combat? Pas beaucoup, mais on a obtenu plusieurs rapports. Vous savez, en France, plusieurs rapports parlementaires de députés et un sénateur ont préconisé l'abandon pur et simple des changements d'heure avec donc l'heure avancée d'une seule heure en hiver. Et même, il y a eu un sénateur qui a proposé, il a fait voter et approuver donc l'adoption en France du système d'heure d'été simple anglais. C'est-à-dire en hiver avoir l'heure de Greenwich et en été l'heure de Berlin. Donc ce rapport revient à l'actualité. Puis en Europe aussi, on nous a du moins entendu, communiqué des rapports. Il y a eu un dialogue qui était très bon, surtout à l'époque où M. Jacques Delors était président de la Commission. Et il avait un cabinet très ouvert. Et ensuite, le dialogue s'est détérioré de plus en plus, hélas. Quelles évolutions vous souhaitez aujourd'hui? Vous souhaitez qu'on se base sur quel réglage serait l'idéal? L'idéal, je crois que ça serait à l'heure du fuseau. Pourquoi? Parce que les horaires que nous connaissons actuellement, par exemple pour l'école, ce sont ceux qui se sont instaurés donc, à l'époque où la France avait soit l'heure solaire dans chaque point ou l'heure du fuseau. Et après, donc, n'ont pratiquement pas varié. Et voilà que maintenant, nous sommes mis à avancer 1 heure en hiver, 2 heures en été. Mais alors, à défaut d'avoir l'heure du fuseau, au moins avoir 1 heure sans rupture et pourquoi pas 1 heure avancée toute l'année, comme on avait entre 45 et 76, puisque les Français s'accommodaient bien. Moi, j'ai vécu en Espagne pendant ma jeunesse et aussi, personne ne se plaignait. Alors, je vous dis, 2 heures en été,
c'est exceptionnel et c'est une situation inégale par rapport aux autres. Et ben, pourquoi nous n'aurions pas les mêmes systèmes qu'eux? Parce qu'une heure d'avance, ça a un résultat énergétique. Et l'ADEME n'en parle jamais. Et c'est garde bien de dire que la première et la deuxième heure d'avance ont des effets énergétiques qui s'ajoutent. Vous allez continuer ce combat pendant encore longtemps? J'espère au moins 5 ou 7 ans. Et puis, je voudrais écrire un livre. L'an dernier, j'ai rédigé un rapport que j'ai trouvé sur Internet, sur notre blog. Et bon, sur la base de ce rapport, je voudrais faire une chose un peu plus légère, un peu plus amusante, parce que j'ai beaucoup d'anecdotes à rendre compte et venant donc de mes voyages en Europe ou de mes relations avec les gouvernements ou les députés. Juste une toute dernière question, ce changement d'heure a une incidence sur votre façon de vivre au quotidien aussi, sur votre santé? Est-ce que vous ressentez des changements au moment de changer d'heure? Ce week-end, on a changé d'heure, ça a une incidence? J'ai mieux dormi, certainement. Puis j'aime bien le matin, à mi-matinée, il y a déjà pas mal de soleil. Et bon, le soir, ça ne me gêne pas beaucoup qu'il fasse nuit plus tôt. De toute manière, en hiver, la durée du jour va se réduire jusqu'à 8 heures. Et c'est surtout à cette réduction de la lumière naturelle et qu'il faut attribuer l'augmentation des accidents des piétons à cette époque de l'année. Et pas seulement au changement. Quoique le changement a certainement un effet mauvais, mais c'est pour ça que nous sommes contre ces changements. Mais pas 2 heures d'avance toute l'année. On aurait des matinées très très sombres au mois de décembre. Merci d'être venue sur ce plateau, Éléonore Gabarin, présidente de l'association contre l'heure d'été double. Merci à vous. Merci beaucoup. On va parler de la maladie d'Alzheimer avec Armanet qui est de retour. C'est la manifestation culturelle et caritative proposée par le Lions Club des 3 villages, annulée l'année dernière faute d'exposants. Cette année à Montigny, ils étaient une trentaine, près de 4 000 € ont été reversés au profit d'associations en faveur de la lutte contre Alzheimer et contre le handicap. Catherine Zulato et le Dimoine. La manifestation n'avait pas pu se tenir l'année dernière faute d'un nombre important de participants. Cette fois, Armanet, proposé à Montigny-le-Bretonneux par le Lions Club des 3 villages, est revenu avec une trentaine d'exposants. Les artistes louent leur stand 130 € par espace, une somme totalement reversée au profit des malades d'Alzheimer ou des personnes en situation de handicap. C'est toujours intéressant d'exposer son travail et en plus au bénéfice d'une œuvre comme Alzheimer. Donc par exemple, cette année, sur Armanet, nous avons voulu que Gérondicap soit présent, car depuis plusieurs années, nous avons donné donc les dons à Gérondicap, et Gérondicap, ils ont investi dans différentes actions, dont une qui est une salle Snoz-Hélène, qui est une salle justement pour aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Grâce aux dons du Lions Club, Gérondicap, basé à Manille-les-Hameaux, va pouvoir démarrer un atelier de peinture pour les malades d'Alzheimer. Ce n'est pas tout. L'association a aussi d'autres projets. Actuellement, Gérondicap travaille sur tout un plan d'action pour les personnes aidantes, avec les entrées dans le café un mardi sur 2 au Café Le Marina, des ateliers pratiques et thématiques qui auront lieu quelquefois au domaine du Mérentais, et des groupes de parole. Si les dons peuvent permettre de participer à la poursuite de ces ateliers, ça sera déjà un très bon bénéfice pour les personnes. En 2 jours, Armanet aura permis de collecter quelques 4 000 € qui viendront donc au soutien aux associations qui aident les personnes malades d'Alzheimer et les personnes en situation de handicap. L'an prochain, les organisateurs espèrent doubler le nombre d'exposants. 12 km dans la boue sur un parcours semé d'embûches, pont de singe, fil à grimper ou encore tube à franchir, la Frappadingue, c'est le nom de ce rendez-vous qui vient de se dérouler au cours du week-end. C'était dans les Yvelines, après Montreuil-sur-Mer, Courchevel ou encore Sedan. Cette étape a fédéré près de 2000 amateurs de sensations fortes et qui n'avaient pas peur de se salir. Vous allez le voir, Anthony Reich et le Dimoine. Le soleil s'est levé il y a à peine 1 heure à Montalet-le-Bois dans les Yvelines. Il s'amasse sur la ligne de départ, encore propre et déchaîné. Avant ça. Digne des entraînements de commando d'élite, les 12 km de la Frappadingue sont semés d'obstacles. C'est la galère? Non, c'est génial. On est dans la boue, quoi, c'est tout. Mais par contre, là,
Ça pique ça. Au menu, barbelés électrifiés, bains de boue ou encore tunnels remplis d'eau. Et tout cela dans une ambiance de carnaval. Né il y a 4 ans dans le Pas-de-Calais, l'état d'esprit de la Frappadingue, c'est l'entraide et le dépassement de soi qui prennent le pas sur la compétition. Tout le monde est chronométré, mais voilà, le but c'est une grosse déconnade. On a cette particularité d'avoir 90% des participants sans les inciter, sans rien du tout, qui viennent déguisés. Ils savent qu'ils sont là pour passer une très bonne journée. L'effort physique il y est, parce que c'est quand même, ça reste physique et les gars à l'arrivée vous verrez ils seront lessivés quoi. Et quand on devient addict à la course d'obstacles à l'arrivée, la boue et les barbelés ne suffisent plus. Un peu déçu qu'il n'y ait pas assez d'eau, mais sinon c'était très sympa. Très bien, très bien. Beaucoup trop chaud. Après bon, en Gironde c'était easy. Easy. Là on repart là. Il fait on presque va refaire un tour bon. je pense. Il fait presque non ouais, trop simple. Et à la fin, ce qui compte, c'est de l'avoir fait. La médaille de la Frappadingue vaut bien plus que dans les autres compétitions. Ils étaient 2300 à dévaler les 12 km de la course yvelinoise. Salut maman, je suis là. Ils étaient courageux, effectivement. Toujours en sport, un mot d'échec, c'est plus traditionnel. Le tournoi des maîtres, la Dame Noire à Montigny-le-Bretonneux, premier tournoi organisé pour le club local. Nous avions suivi la semaine dernière Julien Saada, l'un des 200 meilleurs Français lors de ses premières parties. À l'issue de la compétition, il réalise sa première norme, une distinction particulière qui lui ouvre les portes au titre de maître international, même s'il lui reste encore toute une série d'épreuves à relever. Julien Saada se classe au final troisième donc au général, derrière les représentants de la Bulgarie et de l'Azerbaïdjan sur le podium. Tout au long de la semaine, dans le 7-8, l'actu, nous nous attarderons sur la fête d'Halloween. On pensait ce rendez-vous qui marque la fin du mois d'octobre en perte de vitesse en France. Et pourtant, il fait toujours recette. Vous le verrez à travers une série de reportages à découvrir dès demain, mardi. Mais déjà, vous avez la parole. Allez-vous fêter Halloween cette semaine? Si oui, de quelle manière? Voici vos réponses avec ce micro-trottoir. Pas vraiment, parce qu'on ne connaît pas, c'est pas dans nos habitudes familiales. Et mon petit-fils, il est venu passer quelques jours, mais bon, on ne pratique pas Halloween. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire Halloween? Raconte un peu. Eh ben, je vais sortir dehors pour prendre des bonbons. Ils vont peut-être se déguiser, on aura des bonbons à disposition, si ça sonne à la porte. Non, j'ai pas fêté Halloween. Et c'est ma petite nièce, donc elle va fêter Halloween avec son papa et sa maman. On a déjà fait la citrouille, mais la capuche. La citrouille, et puis on va chercher des bonbons. Oh, pas tellement, peut-être ils vont peut-être se déguiser, mais mettre un petit masque, c'est tout quoi. C'est l'occasion pour les enfants de se déguiser, ça amuse à se faire peur. Les enfants et les adultes aussi, on n'en doute pas, qui vont se déguiser. Rendez-vous demain pour le premier volet de notre série de reportages dédiée à Halloween. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve mardi pour un nouveau point complet sur l'actualité locale. Ce lundi soir, vous pourrez suivre le 7-8 Sport avec Anthony Reich. Excellente soirée.